Les podcasts du Figaro. Presque 2 heures à la pendule. Rosalie est trop énervée pour dormir. En descendant le grand escalier de marbre, sous l'œil torve des portraits d'ancêtres, elle commence à discerner les sons tapis dans le silence. Craquement des volets, ronronnement discret du chauffage au sol, bruit de tuyaux, mugissement du vent dans les cheminées. Passer l'hiver ici en l'absence des hommes fait ressortir les ombres de ce vaisseau de pierre. La nuit, son atmosphère lugubre donne le sentiment d'être au bout du monde, à l'écart de la vie. Une parenthèse qui dure, comme la guerre. Avant la guerre, c'était la pension. Après, un horizon vierge qui semble hors d'atteinte. Dans quelques semaines, elle aura 19 ans. Elle se fane, à peine éclose, et personne ne s'en aperçoit. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des livres. Vous venez d'écouter un extrait de L'Homme sous l'orage de Gaël Nohan, publié à l'Iconoclaste. Je m'appelle Alice Develay et je suis journaliste au Figaro littéraire. Aujourd'hui, je suis avec l'auteur de ce livre. Bonjour Gaël Nohan. Bonjour Alice. Vous publiez L'Homme sous l'orage, un roman qui ne se lâche pas. On est en 1917, c'est l'hiver. La guerre s'enlise et l'arrière s'épuise. Or voilà qu'une nuit d'orage, sous une pluie battante, un homme frappe à la porte d'un château dans les Pyrénées-Orientales. Avant la guerre, il était un peintre de talent, il avait l'habitude d'être reçu par Isor, la maîtresse de maison. Mais aujourd'hui, il est un déserteur, et Isor le renvoie sans un mot. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais c'était sans compter Rosalie, la jeune fille d'Isor qui a vu toute la scène et qui, saisie de compassion, décide de cacher l'homme au grenier. Commence alors un huis clos prenant, à travers 4 points de vue, une histoire d'amour, de trahison et de liberté avec une question en toile de fond. Peut-on s'affranchir du destin et surtout, existe-t-il ? Alors Gaël Nohan, j'ai une première question. J'ai entendu dire que l'homme qui est hébergé par Rosalie, votre famille en a aussi hébergé un pendant la Grande Guerre et que le château de votre roman n'est pas non plus un simple décor. Alors L'Homme sous l'orage serait-il une histoire familiale ? Comment est-il né ? Alors oui et non, c'est une histoire familiale et en même temps c'est une vraie fiction. Il est né d'un souvenir d'enfance. Le domaine dont il est question, le domaine viticole, et ce château appartenait à mon arrière-grand-mère. J'y ai passé beaucoup d'étés de mon enfance, jusqu'à mes 14 ans environ. Et dans ce château qui est aujourd'hui en mauvais état, un peu à l'abandon, un peu vide, voilà, comme un château fantôme, il y a encore un immense tableau sur un mur qui représentait plusieurs membres de ma famille, dont mon arrière-grand-mère jeune fille. Et quand j'étais enfant, j'avais compris que c'était mon arrière-grand-mère qui avait caché un peintre pendant la Grande Guerre, donc un peintre déserteur. Alors qu'en fait, il n'était pas déserteur, c'était un peintre roumain qui a été en effet hébergé par ma famille et qui, pour les remercier, avait peint ce tableau. Donc j'ai repensé à cette histoire, je me suis dit, mais je l'ai beaucoup déformée, et l'histoire déformée me plaisait plus. Et c'est une histoire d'enfant qui est devenue réalité presque. Comme c'était déjà une fiction, je me disais que c'était, pourquoi pas, un bon point de départ pour parler des choix, du courage, en utilisant des choses que je sais sur certains personnages de ma famille, mais en faisant des vrais personnages. On va y venir au courage. Mais d'ailleurs, si le roman est familial, il m'a aussi fait beaucoup penser à un film, Les Proies, de Sofia Coppola, avec Nicole Kidman et Kirsten Dunst. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, je l'ai vu et il m'a fasciné ce film, justement, où cette maison remplie de jeunes filles, où arrive un soldat blessé, et tout ce que cet homme va symboliser de fantasmes, de peurs, d'expériences nouvelles pour ces jeunes filles, bien sûr. Et forcément, dans votre roman, on se demande aussi comment cette histoire va se terminer. Est-ce que vous aviez la fin en tête en l'écrivant ou vous vous êtes laissé surprendre ? Alors, je l'avais, oui et non. On va pas raconter la fin. Je l'avais en partie, mais toujours, moi, ça reste un peu souple. Parce que l'évolution des personnages est toujours ce qui m'intéresse le plus dans un roman. Et donc, selon leur évolution, je peux être amenée à changer un peu le scénario en cours de route. Tout à l'heure, vous parliez du courage, et c'est vrai qu'à travers le personnage du déserteur, donc Théodore, c'est son nom, on se pose la question du devoir, et chaque protagoniste dans le roman a son avis sur la question de la désertion. Alors c'est soit un manque de courage, une forme de trahison à la patrie, une réponse à l'absurdité de la guerre. Les avis ne sont ni blancs ni noirs, c'est justement ce qui est vraiment très bien dans le livre. Vous interrogez les injonctions. Puis bon, évidemment, il y en a certains qui profitent de la situation et qui sont capables de sacrée bassesse. Et forcément, il y a une sorte de résonance avec notre époque. Est-ce qu'on peut dire que ce roman interroge notre rapport à la liberté, aujourd'hui encore ? Oui, on peut tout à fait le dire et je crois que c'est vraiment pour moi la question obsessionnelle de livre en livre même. C'est d'interroger ça et d'ailleurs, du plus loin que je me souvienne, la première fois que je me suis posé cette question de la liberté, j'étais petite et c'était à propos de la guerre de 14 déjà. Ah oui. C'était vraiment l'idée quand j'ai réalisé qu'on pouvait avoir plein de projets dans la vie et on vous dit à la place, tu vas aller à Verdun. Ah oui, Qu'est-ce qu'on fait de ça ?
Et malheureusement, nos vies et nos histoires familiales sont traversées de ces carrefours-là. Qu'est-ce qui reste de la liberté face à cette injonction? Enfin, c'est très très fort. Quelle marge de manœuvre on a face à ça? Comment l'être humain, avec toute sa complexité et tout ce bloc de désir et d'aspiration, se débrouille de ces obligations-là? Et alors, est-ce que vous croyez au destin? Alors, je crois au destin, oui, mais je ne suis pas fataliste non plus. Je crois qu'il y a On a des marges de manœuvre? Voilà, je crois qu'on a quand même une marge de manœuvre et qu'il y a des choses qui nous sont imposées beaucoup, mais que c'est tout le chemin de l'être humain d'essayer de faire avec ça, de résister aussi à ça, de trouver une place pour la liberté dans sa vie et de batailler pour la garder. Et en parlant de liberté, si les hommes font la guerre, les femmes, elles, bâtissent la paix. Elles soignent les blessés, elles les rassurent, elles les consolent, elles les réhumanisent. Sont-elles vos personnages principaux dans le roman? Est-ce qu'on peut voir dans votre livre une forme de féminisme ou alors une sorte de rappel historique de l'effort de guerre des femmes? Oui, moi je pense que les femmes sont très importantes dans mon roman, elles le sont Toujours en toujours général, pour ouais. moi. Ouais. Je pense que c'est même pas un choix a priori, ça s'impose à moi et que j'aime observer des femmes, observer la manière dont elles composent avec le réel, dont elles s'en échappent aussi souvent intérieurement quand ça les étouffe. Et mon féminisme, il est vraiment dans observer voilà cette bataille des femmes pour conquérir un peu de liberté dans leur vie et parfois à la dérober. À la faveur de la guerre, elles ont gagné aussi des opportunités et ça a délivré aussi des possibles pour elles. La mère de famille, là, on voit bien qu'elle... Isor? Isor, elle se définirait jamais comme féministe. Du reste, à l'époque, personne se Mais ça n'a définit pas le même vraiment. sens, surtout Ça n'a pas aujourd'hui, du tout hein. le même sens. Mais en revanche, elle gagne une autonomie qui est enivrante, une forme d'autorité nouvelle. Et évidemment, ça lui sera très difficile de la lâcher si on lui demande après la guerre. Donc, c'est tous ces dilemmes que je crois mon arrière-arrière-grand-mère a pu vivre aussi et que j'ai adoré incarner à travers ce personnage. La jeune fille, tout à coup, parce que sa mère est très occupée, a une latitude qu'elle n'avait pas. On la confronte aussi à des expériences parfois très difficiles, mais nouvelles et qui la font grandir. Il y a une domestique dans ce livre qui ne se résout pas à être juste une Une domestique ouais. et qui vraiment a envie aussi d'avoir sa vie, de ne pas y renoncer, en tout cas, tout à fait. Oui, j'aime bien m'approcher de toutes ces existences féminines et de ces dilemmes-là. Et votre arrière-grand-mère, du coup, elle vous avait parlé aussi de cette période quand elle avait recueilli cet homme chez elle? Alors non, elle m'a jamais parlé de cet épisode-là de sa vie. Moi, je l'ai bien connue, mon arrière-grand-mère, et elle était très travaillée par la culpabilité judéo-chrétienne de son éducation catholique. Et elle avait l'impression d'être destinée à l'enfer sur la fin de sa vie. Et je trouvais ça incroyable. Je me disais, mais étant donné la vie qu'elle a eue, pourquoi elle pense qu'elle est destinée aux flammes de l'enfer? Je pense que c'est parce qu'elle avait quelques secrets. Et qu'au fond d'elle, elle savait qu'elle s'était pas entièrement conformée à ce qu'on attendait d'elle. La fameuse émancipation dont on vient de parler. Et donc, dans votre livre, il y a la guerre, les femmes, et il y a un troisième personnage, l'art. On est au début du XXe siècle, je l'ai dit, c'est une période très riche pour la peinture. Il y a le fauvisme, le cubisme, l'art abstrait qui vont commencer à émerger. C'est pas la première fois que vous vous intéressez à l'art en général. Vous avez écrit sur la littérature à travers le poète Robert Desnos, la photographie à travers la biographie imaginaire de Violette Lee. Et ici, c'est la peinture. On a l'impression que vous connaissez très très bien cet art plastique à travers ses techniques, son vocabulaire. Et moi, je me suis dit, mais est-ce qu'elle peint? Alors, Gaëlle Nohan, est-ce que vous peignez? Et sinon, comment est-ce que vous avez fait pour écrire sur la peinture? Parce que c'est vraiment extrêmement difficile. Non, je ne peins pas. Ah d'accord. Non, je ne peins pas, mais oui, c'est très difficile. Oui. Et pour avoir en effet parlé de photographie et d'autres arts dans mes livres précédents, je trouve que la peinture, c'est beaucoup plus difficile. Donc, j'ai beaucoup travaillé. Et surtout, j'ai essayé d'attraper, de comprendre le rapport d'un peintre à l'objet peint. Et qu'est-ce qu'il trouve dans la peinture, et particulièrement à cette période où les peintres expérimentent tous azimuts, juste avant la Première Guerre mondiale, de chercher en particulier sur... là, ce sont les peintres de la couleur qui réunissent à la fois les fauves et à la fois plus tard les expressionnistes. Ces peintres-là sont liés par la couleur, et la couleur, c'est l'émotion. Et donc, c'était un bon point de départ. Ce qui m'intéresse, c'est que cet homme peint plusieurs femmes dans ce livre et qu'il a des relations très différentes à chacune d'entre elles. Mais il les regarde très précisément, comme elles n'ont jamais été regardées. Évidemment, dans ce regard, il y a des sentiments. Dans ce regard, il y a aussi, presque pour certaines, essayer de la réparer un petit peu. Donc c'est ça qui m'intéressait beaucoup. C'était la relation modèle. C'était aussi la dimension existentielle de la peinture pour ces peintres qui ont
trahi d'une certaine manière leur éducation pour aller vers la peinture, qui ont trouvé une forme d'émancipation par la peinture, y compris une forme d'émulation et des amitiés extraordinaires, internationales, juste avant la guerre, et ces amitiés que la guerre va briser d'un coup, en les ramenant à leur identité nationale et en faisant des ennemis les uns pour les autres. Donc c'est comme une tragédie dans la grande, la tragédie de l'avant-guerre. Et alors, comment vous avez fait? Vous êtes allé poser pour des peintres? Vous êtes allé au musée? Comment vous avez fait pour écrire? Vous avez regardé des tableaux? J'ai regardé énormément de tableaux, j'ai lu beaucoup de livres, je me suis intéressée même aux matériaux, parce que la peinture, c'est d'abord ça, des matériaux. Comment on fait avec les matériaux? Dans ce livre, mon peintre, il peint sur un mur, mais il est planqué dans un grenier, donc il ne peut pas faire un chantier de fresques comme on a. Voilà. Donc j'avais beaucoup de problèmes techniques dans ce livre que j'ai essayé de résoudre. J'ai écouté des peintres aussi parler de leur travail. J'ai lu des journaux de guerre des peintres. Il y a eu tout ça, en fait. C'est une sorte d'immersion qui, peu à peu, j'espère, permet de faire émerger quelque chose de juste. Et alors, est-ce que vous allez taquiner le pinceau maintenant? Alors, ça m'a donné envie, j'avoue. On va voir vos prochaines toiles, oui, je le savais. Ça m'a donné envie. Alors, j'ai une question qui m'a taraudée à la lecture de votre livre, c'est: l'art peut-il sauver de la guerre? Et plus généralement, l'art peut-il nous sauver pour mal plagier Dostoïevski? C'est une vraie question. Moi, je pense que l'art fait partie des énergies qui contribuent à sauver l'être humain, à sauver ce qu'il reste d'humanité. Et cet homme, on voit bien dans mon livre que c'est par l'art aussi qu'il revient à l'humanité, même si ce n'est plus la même personne, même s'il est irrémédiablement abîmé par la guerre, il va retrouver une forme d'humanité aussi grâce à l'art. L'art, c'est quand même un lien avec le monde, un lien avec les autres. Il faut avoir du coup une foi en l'homme, je crois, pour peindre. C'est peut-être pour ça aussi que la plupart des peintres, même ceux qui ont fait la guerre, ne l'ont pas peinte. C'est la question de la pulsion de vie face à la pulsion de mort, et dans mon livre, la pulsion de vie l'emporte. Toujours. Oui. Je rappelle que vous êtes l'auteur de L'Homme sous l'orage, publié aux éditions L'Iconoclaste. Merci Gaëlle. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je m'appelle Alice Develay, je suis journaliste au Figaro Littéraire. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis en commentaire. À bientôt.